On dit qu'on ne peut pas fuir ses problèmes, mais pour Adèle Fournier, la fuite était la seule réponse possible. Elle était illustratrice, une femme qui créait des mondes parfaits sur le papier, mais ne parvenait pas à réparer les décombres de sa propre vie. Le cœur brisé par une trahison qui l'avait laissé sans souffle, elle cherche refuge dans le seul endroit qui promet la paix. Un chalet isolé où le seul son est celui du fracas des vagues. C'est un petit monde contrôlé qu'elle se construit, un sanctuaire pour panser ses blessures en silence. Mais la solitude a un voisin. Et il vit dans une forteresse de verre et d'acier qui se dresse comme un présage à côté de son refuge. Il s'appelle Lucien Dubois, un homme taillé dans l'ombre et le silence, un milliardaire reclus pour le monde, un prédateur dans ses recoins invisibles. Il ne vient pas avec un ultimatum. Il vient avec une tempête, avec un regard qui la met à nu, et avec une douceur qui contredit l'aura dangereuse qui l'entoure. Leur connexion est comme l'océan à leur porte, magnifique, profonde et absolument terrifiante. Elle est venue à la plage en quête de paix, mais elle a trouvé une guerre silencieuse dans les yeux de l'homme d'à côté. Ceci est l'histoire d'une femme qui a fui au bout du monde pour guérir, seulement pour trouver un danger plus séduisant que toute la sécurité qu'elle avait jamais connue. C'est un conte sur la façon dont l'homme le plus silencieux peut détenir les secrets les plus bruyants, et comment une femme fuyant l'amour pourrait être la seule assez courageuse pour affronter un homme défini par la guerre. Alors, prenez une profonde inspiration et laissez la marée vous emporter dans notre histoire. Commentez avec un emoji vague si vous croyez que l'amour peut être une tempête parfaite, et abonnez-vous pour plus de récits d'hommes dangereux et des femmes qui osent les aimer. Préparez-vous pour une histoire qui prouve que parfois, l'endroit le plus dangereux est le seul où l'on peut vraiment être en sécurité. C'est une histoire sur un refuge tranquille et l'homme dangereux qui vit à côté. La pluie d'automne tombait sur la ville, non pas avec passion, mais avec une résignation lasse, embrassant l'asphalte et estompant les lampadaires en touches impressionnistes d'or et de pourpre. Dans la rue, l'enseigne au néon du Petit Rêve clignotait avec une défiance fatiguée. L'un des accents du mot « rêve » avait rendu l'âme, s'allumant et s'éteignant, comme un œil luttant pour rester ouvert. Le rêve était épuisé. À l'intérieur de la cuisine, l'air racontait la véritable histoire. Sous les notes vibrantes et pleines d'espoir de l'ail frais, du basilic et de la sauce tomate douce et mijotée qui était l'âme de Chloé dans une casserole, il y avait un courant froid et métallique. C'était l'odeur du désespoir. Chloé se tenait dos à la porte, ses épaules formant une ligne tendue sous sa veste de chef blanche et tachée. Ses mains, habituellement si agiles et déterminées lorsqu'elle dansait sur la pâte fraîche, tremblaient maintenant de manière presque imperceptible alors qu'elle triait une pile de papier sur le comptoir en acier inoxydable. Ce n'étaient pas des bons de commande, c'étaient des factures. Chaque feuille blanche était un bourreau silencieux. Elle sentit le nœud familier se serrer dans son estomac, froid et lourd comme du plomb. Le loyer en retard, un chiffre brut et en gras. Le fournisseur de vin qui n'acceptait plus que du liquide. La facture d'électricité, un avertissement rouge sang tamponné en haut. Juste un mois de plus, se disait-elle, le même mensonge silencieux qu'elle se murmurait depuis 6 mois. Ses yeux parcouraient les chiffres sans vraiment les enregistrer. Ils étaient trop grands, trop abstraits dans leur pouvoir de destruction. Un papier, cependant, était différent. Il était plié et froissé d'une teinte rouge pâle et maladive, avec un sceau officiel. Elle le ramassa. Il semblait être la chose la plus lourde au monde. Le tremblement de ses mains s'aggrava. Ce n'était pas une facture, c'était un avis d'expulsion. Le mot « expulsion » semblait vibrer sur la page, un bourdonnement sourd d'échec qui résonnait au plus profond de ses os. L'air quitta ses poumons, laissant un vide creux et glacial. Le son de la sauce mijotant sur la cuisinière, autrefois une berceuse réconfortante, ressemblait maintenant à un rire moqueur. La cuisine, son sanctuaire, son monde entier, se sentit soudainement rétrécir, les murs d'acier se refermant comme un piège. Elle ferma les yeux, le bord tranchant du papier s'enfonçant dans sa paume. Une image jaillit dans son esprit, le visage souriant de son père alors qu'il lui remettait les clés de cet endroit même, l'odeur de la peinture fraîche se mêlant au romarin. « Fais de cet endroit ton cœur, ma fille, » avait-il dit, et maintenant son cœur était saisi. Elle ne pleura pas. Les larmes étaient un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. À la place, une fureur froide et silencieuse,
commença à grimper le long de sa colonne vertébrale. Elle plia la vie avec une précision violente, le pliant encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne une arme dure et compacte dans sa main. Elle ne sombrerait pas. Si elle devait couler, elle le ferait en se battant. C'est avec ce feu glacial dans les veines qu'elle sortit de la cuisine et s'avança dans la nuit pluvieuse, sans savoir qu'elle marchait droit vers un incendie bien plus grand. Le festival gastronomique était une île de lumière et de bruit dans l'obscurité humide. Une musique forte et le brouhaha de centaines de conversations s'échappaient d'un grand pavillon, promettant chaleur et vie. Pour n'importe qui d'autre, c'était une invitation. Pour Chloé, avec la vie d'expulsion coincée dans la poche de son tablier comme un éclat de glace contre sa peau, cela ressemblait à une insulte. Elle était là par obligation, servant des portions miniatures de sa lasagne signature depuis un stand exigu dans un coin, un devoir contractuel qu'elle maudissait maintenant amèrement. Son sourire pour les clients de passage était un masque bien répété, tendu sur la tempête qui faisait rage en elle. L'air à l'intérieur du pavillon était épais, une symphonie chaotique de senteurs. Le parfum sucré des cannolis fraîchement frits rivalisait avec la saveur saumâtre des olives marinées et l'arôme terreux et décadent des truffes. Les foules dérivaient comme une rivière lente. Des visages anonymes, riant, mangeant, vivant des vies qui semblaient soudain à des millions de kilomètres de la sienne. Elle servit la dernière portion, le plateau d'argent maintenant vide et maculé. Le sourire sur son visage vacilla enfin, puis s'effondra. S'appuyant contre le comptoir, elle laissa tout le poids de la journée, de la semaine, de sa vie entière, déferler sur elle. C'est alors qu'elle entendit la voix. « Excusez !» Elle était calme, mais possédait une texture riche et profonde, comme un Barolo millésimé. Elle n'était pas forte, mais elle transperçait la cacophonie du festival comme un couteau aiguisé. Chloé leva la tête, se préparant à forcer un autre sourire, mais les mots moururent sur ses lèvres. Il se tenait de l'autre côté de son comptoir, grand, vêtu d'une élégance simple, qui en disait plus que n'importe quelle marque, un pull en cachemire sombre, un pantalon parfaitement coupé. Mais ce n'étaient pas ses vêtements qui la maintenaient immobile, c'étaient ses yeux. Ils étaient sombres, intensément concentrés, et il la regardait non pas comme un client affamé, mais comme s'il lisait les pages d'un livre rare et fascinant. Un fantôme de sourire jouait au coin de ses lèvres. « Il semble que je sois en retard à la fête, » dit-il, sa voix empreinte d'un accent italien à la fois doux et précis. Il désigna le plateau vide. Une tragédie. On m'avait dit que c'était le seul stand qui valait la peine d'être visité. Une bouffée de chaleur monta au cou de Chloé, chassant le froid. À cet instant, sous le poids concentré de son regard, elle n'était pas la chef en faillite. Elle n'était pas la femme qui venait de recevoir l'arrêt de mort de son rêve. Elle était l'artiste qu'il était venu admirer. « L'artiste semble avoir manqué de peinture, » répondit-elle, les mots sortant avec une raucité ironique qu'elle ne reconnut pas comme la sienne. Son sourire s'élargit légèrement, atteignant ses yeux. Ils se plissèrent au coin. Alors l'artiste doit avoir soif. Il jeta un coup d'œil au pavillon chaotique, puis croisa à nouveau son regard, une question silencieuse passant entre eux. « Permettez-moi de nous trouver un endroit plus calme. Je crois qu'un chef-d'œuvre, même culinaire, mérite une conversation digne de ce nom. » Il n'attendit pas de réponse. Il maintint simplement son regard, une assurance silencieuse qu'avec lui, pour un petit moment au moins, elle pourrait oublier l'enseigne aux néons clignotante et le papier froid et lourd dans sa poche. Et pour la première fois cette nuit-là, Chloé sentit une lueur de quelque chose qu'elle pensait éteint pour toujours, une petite, dangereuse étincelle d'espoir. Elle dénoua son tablier. Le rêve est peut-être épuisé, pensa-t-elle, mais pour ce soir elle ne l'était pas. La chambre d'hôtel était un sanctuaire silencieux suspendu au-dessus de la ville palpitante. Dehors, la pluie s'était adoucie en un murmure, ses larmes striant la vaste baie vitrée et transformant les lampadaires en rivières d'or et de rouge. À l'intérieur, la seule lumière provenait d'une unique lampe de faible puissance qui baignait l'espace d'une lueur ambrée et intime. Ils étaient assis dans des fauteuils opposés, un verre de vin rouge dans chaque main. La cacophonie du festival avait été remplacée par un silence si dense qu'il semblait vivant. Chloé pouvait entendre le léger bruit du vin lorsqu'il remplissait son verre, le tic-tac doux d'une horloge qu'elle ne pouvait pas voir,
et le son de sa propre respiration, qui semblait bien trop forte. Léo, elle ne le connaissait que par ce nom simple et fluide, ne la pressait pas de questions. Il l'observait. La façon dont il tenait son verre, avec une prise calme et stable, contrastait fortement avec le tremblement presque imperceptible de ses propres mains. « Vous construisez des mondes entiers dans une assiette, » dit-il finalement, sa voix profonde remplissant l'espace entre eux. « J'ai goûté votre passion ce soir, Chloé, et votre combativité. » L'air se raréfia. Personne n'avait jamais décrit son travail, sa vie, de cette façon. Il voyait au-delà de l'entreprise en faillite et du sourire fatigué. Il voyait la guerrière. Il se leva, non pas avec l'énergie prédatrice qu'elle aurait pu attendre d'un homme si confiant, mais avec la grâce lente et délibérée d'une ancre se posant dans son port. Il s'arrêta devant elle, tendant une main, non pas pour la toucher, mais pour prendre son verre. Leurs doigts s'effleurèrent pendant une fraction de seconde. Ce n'était pas un contact, c'était un courant électrique, une secousse silencieuse et indéniable qui la traversa jusqu'au plus profond d'elle-même. Il posa les deux verres sur la table d'appoint. Le léger tintement du cristal contre le bois fut le seul son. Quand il se retourna vers elle, la géographie de la pièce avait changé. L'espace entre eux était plus petit, plus dense, chargé. Il s'agenouilla devant elle, amenant ses yeux au niveau des siens. Il n'envahissait pas son espace. Il le rendait sacré. Il leva une main, et le monde de Chloé ralentit jusqu'à s'arrêter. Ses doigts planèrent à 1 millimètre de sa joue, s'arrêtant dans l'air comme une respiration retenue, une promesse. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de sa peau, sentir la légère odeur de pluie sur son pull en cachemire et l'arôme terreux du vin sur son souffle. Elle ferma les yeux. C'était toute la permission dont il avait besoin. Son contact, quand il vint, fut d'une douceur impossible, une tendresse choquante de la part d'un homme qui dégageait une telle force. Cela la désarma. Un léger soupir s'échappa de ses lèvres, un son de reddition. Il se pencha, et le baiser ne fut pas une collision, mais une découverte. Il était lent, profond, une conversation sans mots. Il ne s'agissait pas de prendre, il s'agissait de trouver. C'était l'apaisement d'une douleur qu'elle portait depuis si longtemps, un abandon à un calme dont elle n'avait jamais connu l'existence. Ses doigts, qui avaient été serrés, se détendirent et s'agrippèrent au tissu du fauteuil. Sa main passa de sa joue à la nuque, son pouce caressant le pouls frénétique qu'il y trouva, l'apaisant doucement. Il se leva, la soulevant avec lui comme si elle ne pesait rien. Le poids du monde, la vie d'expulsion, le restaurant en faillite, le rêve brisé, sembla se dissoudre dans ce seul mouvement fluide. La caméra de sa mémoire ferait plus tard un zoom arrière, cadrant leur silhouette contre la fenêtre striée de pluie. Sa main reposait fermement sur le creux de son dos, un geste de possession tranquille, de protection. Il la guida hors du cadre, et l'image s'attarda sur les 2 verres de vin posés côte à côte sur la table. Dehors, la pluie s'arrêta enfin, la tempête à l'intérieur et à l'extérieur, trouvant un moment de paix. La première chose que Chloé remarqua fut la lumière. Ce n'était pas la lumière grise et fatiguée qui filtrait habituellement par la fenêtre de son petit appartement au-dessus du restaurant. C'était une lumière douce et argentée, inondant la pièce d'un calme éthéré. La pluie avait disparu. Le monde extérieur était lavé, propre. Elle ouvrit lentement les yeux, se délectant de la sensation des draps en coton égyptien incroyablement doux contre sa peau. Pendant un long et bienheureux moment, elle ne bougea pas, se contentant de respirer. Le nœud d'anxiété dans son estomac, son compagnon constant depuis tant de mois, avait disparu. À sa place se trouvait une légèreté, une quiétude qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle se tourna. L'autre côté du lit était vide. L'oreiller portait encore la légère empreinte de sa tête et le parfum subtil du bois de santal et de lui. Une panique familière et froide commença à picoter les bords de sa paix retrouvée. Bien sûr, c'était trop beau pour être vrai. Un rêve, une évasion. Puis elle entendit le léger clic de la porte principale. Léo entra dans la pièce, tenant 2 tasses en porcelaine blanche. Il avait troqué le pull contre une simple chemise en lin, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras, révélant des poignets forts et capables. Ses cheveux sombres étaient légèrement humides, et dans la lumière claire du matin, il paraissait plus jeune, moins énigmatique. Il s'arrêta quand il vit qu'elle était réveillée.
Un petit sourire effleura ses lèvres, le même qui l'avait complètement désarmé la veille. « Bonjour, dit-il, sa voix un grondement bas et agréable dans la pièce silencieuse. Il s'approcha et posa l'une des tasses sur sa table de chevet. L'arôme riche et audacieux de l'espresso frais emplit l'air. « J'ai pensé que vous en auriez besoin. » Chloé s'assit, tirant instinctivement le drap avec elle pour se couvrir. Elle se sentait exposée, vulnérable sous son regard calme, mais il n'y avait aucune trace de prédation dans ses yeux, seulement une observation tranquille. « Je n'ai pas l'habitude de... » commença-t-elle, sa voix s'éteignant, incertaine de ce qu'elle essayait de dire. « Je sais, » l'interrompit-il doucement, comme s'il pouvait lire le tumulte dans son esprit. Il s'assit sur le bord du lit, maintenant une distance respectueuse. « Vous savez, au festival hier soir, vous avez souri une centaine de fois, mais je n'ai vu votre vrai sourire pour la première fois que ce matin, quand vous dormiez. » Il tendit la main, et avec son pouce effleura légèrement le coin de sa bouche. Le geste fut fugace, léger comme une plume, mais il laissa une traînée de chaleur sur sa peau. « Je dois partir, dit-il, et la quiétude de la pièce fut soudain chargée d'urgence, une affaire de famille. Ça ne peut pas attendre. » Le nœud revint dans l'estomac de Chloé, dur et froid. Affaire de famille. Une femme? Des enfants? Le beau mensonge était sur le point de s'effilocher. Comme s'il entendait sa peur inexprimée, il secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est... compliqué. » Il la regarda alors, et toute la force de son intensité revint, la clouant sur place. Mais ceci, il désigna l'espace entre eux, la pièce, le souvenir de la nuit. Ce n'était pas compliqué, c'était la chose la plus simple que j'ai ressentie depuis très longtemps. Il se leva pour partir. Il s'arrêta sur le seuil, se retournant pour la regarder une dernière fois, ses yeux sombres la mémorisant. « Chloé, je reviendrai pour vous, c'est une promesse. » Et puis il disparut. Il la laissa dans la chambre d'hôtel silencieuse et ensoleillée, avec le goût de l'espresso sur la langue, et une promesse qui ressemblait à la fois à un conte de fées et au plus beau mensonge qu'on lui ait jamais raconté. 6 semaines passèrent. Le conte de fées s'estompa, ne laissant que le mensonge. Léo n'est pas revenu. Pas d'appel, pas de message. Il avait disparu aussi complètement qu'il était apparu, un fantôme qui était entré dans sa vie puis en était ressorti, ne laissant derrière lui que le spectre de son contact et le parfum persistant du bois de santal. L'avis d'expulsion devint une réalité. Le petit rêve ferma ses portes. L'enseigne aux néons clignotantes s'éteignit pour de bon. Chloé emballa sa vie dans des boîtes en carton, le rêve maintenant réduit à une collection de casseroles, de poêles et de souvenirs. La légèreté qu'elle avait ressentie ce matin-là dans la chambre d'hôtel avait disparu, remplacée par une résignation lourde et familière. Le bref et magnifique interlude n'avait fait que rendre son retour à la réalité plus douloureux. C'est un mardi matin dans la salle de bain stérile et impersonnelle de l'appartement d'une amie, où elle séjournait temporairement, que son monde bascula une fois de plus. Elle fixa le petit bâtonnet en plastique dans sa main tremblante, les 2 lignes bleues et nettes qui apparurent avec une clarté impitoyable. 2 lignes. Un résultat positif. Enceinte. Le mot ne semblait pas réel. Elle laissa tomber le test, sa main se posant sur son ventre. Une nouvelle vie grandissait en elle. L'enfant de Léo. L'enfant d'une promesse. L'enfant d'un fantôme. La joie qui aurait dû être là fut étouffée par une marée montante de panique pure et sans mélange. Elle était sans emploi, sans abri et complètement seule. Et le père de son enfant était un homme dont elle ne connaissait même pas le nom de famille. La panique était une chose froide et enroulée dans les entrailles de Chloé. Pendant 3 jours, elle vécut dans un brouillard, accomplissant les gestes de la vie dans l'appartement emprunté de son ami. Elle mangeait sans goûter, dormait sans se reposer. Les 2 lignes bleues sur le test de grossesse étaient devenues l'épicentre de son monde. Un témoignage brut et silencieux d'une seule nuit qui avait fait voler en éclats la trajectoire de sa vie. La promesse « Je reviendrai pour vous » résonnait maintenant dans son esprit non pas comme un réconfort, mais comme une moquerie cruelle. Le 4e jour, le brouillard commença à se dissiper, consumé par les premiers frémissements de la même fureur silencieuse qui l'avait propulsée hors de sa cuisine le soir du festival. Elle regarda son reflet dans le miroir, les cernes sous ses yeux, la pâleur de sa mâchoire, et vit non pas une victime, mais la même femme qui avait refusé de pleurer pour un avis d'expulsion.
Ce n'était pas une ruine financière abstraite, c'était une vie. Son enfant, une partie d'elle et une partie de lui. Elle ne laisserait pas cet enfant venir au monde avec un fantôme pour père. Elle devait le trouver. Mais comment trouver un fantôme? Léo. Un nom aussi fluide et insaisissable que l'eau. Pas de nom de famille, pas de numéro de téléphone, pas d'empreinte numérique qu'elle puisse suivre. Il avait tout payé en espèces pendant leur bref moment ensemble, un détail qui avait semblé charmant et démodé à l'époque, mais qui ressemblait maintenant à un acte délibéré d'effacement. Il avait été un fantôme par dessein. Elle s'assit à la table de cuisine encombrée de son ami, un ordinateur portable ouvert, une tasse de tisane à la camomille refroidissant à côté d'elle. Elle ferma les yeux, se forçant à retourner à cette nuit-là, repoussant le voile de l'émotion et du vin, cherchant un détail, n'importe quel détail. Elle rejoint leur conversation, le flot facile des mots dans le calme de la chambre d'hôtel. Il avait parlé de sa maison, mais seulement en termes vagues et poétiques, de une île où le soleil est plus chaud et l'histoire plus profonde que la mer. La Sicile, avait-elle supposé, mais c'était un indice aussi vaste et inutile qu'un océan. Elle laissa échapper un soupir de frustration, ses doigts tambourinant contre la table. « Pense, qu'ont-ils fait? Ils ont parlé, ils ont bu du vin. » Le vin. Le souvenir fit surface, une bulle de clarté montant à travers les eaux troubles du passé. Dans la chambre d'hôtel, il avait commandé une bouteille spécifique. Elle avait commenté son goût unique et terreux. Il avait souri. « Il provient d'un petit vignoble près du domaine de ma famille, » avait-il dit. « Un cépage difficile. Il ne pousse que dans le sol volcanique d'une montagne particulière. Têtu. Mais il en vaut la peine. » Elle n'avait pas connu le nom alors, mais elle se souvenait de l'étiquette sur la bouteille. Elle était distinctive, élégante et simple. Elle avait tracé les lettres en relief avec son doigt. Ses propres doigts volèrent maintenant sur le clavier. Elle tapa toutes les combinaisons de mots auxquels elle pouvait penser. Vin sicilien rare sol volcanique. Vin italien exclusif Montetna. Domaine viticole boutique Sicile. Les résultats de recherche étaient un déluge de sites touristiques, de blogs sur le vin et de sociétés d'exportation. Page après page, elle fit défiler des images d'étiquettes de vin, ses yeux devenant douloureux à cause de l'éblouissement de l'écran. Aucune d'entre elles n'était la bonne. Le doute commença à s'insinuer de nouveau, froid et vif. Poursuivait-elle un souvenir que son propre esprit désespéré avait embelli? Était-il même de Sicile, ou n'était-ce qu'une autre partie de l'histoire qu'il avait inventée pour une chef solitaire? Elle repoussa l'ordinateur portable, se frottant les tempes. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les rues indifférentes de la ville. Il avait semblé si réel. La connexion entre eux avait été la chose la plus tangible qu'elles aient vécue depuis des années. Un homme pouvait-il feindre une telle intensité? La façon dont il la regardait, la façon dont il avait écouté, tout cela ne pouvait pas être un mensonge. Elle retourna à la table, sa résolution se durcissant. Elle essaierait une fois de plus. Cette fois, elle ne chercha pas le vin. Elle chercha le sentiment. Qu'avait-il dit? Têtu. Mais il en vaut la peine. Cela décrivait le cépage, mais cela le décrivait aussi, lui. Cela la décrivait, elle. Elle se concentra à nouveau sur l'étiquette dans son esprit. Elle n'était pas tape à l'œil. C'était tout en texte, un nom. Elle commença à taper les noms des importateurs de vins les plus exclusifs et haut de gamme de la ville, recoupant leurs catalogues en ligne avec des cépages italiens. C'était un processus fastidieux et démoralisant. 1 heure passa, puis une autre. Au moment où elle était sur le point d'abandonner, d'accepter enfin que Léo était un fantôme qu'elle n'attraperait jamais, elle le vit. Sur la carte des vins numériques de la cave privée d'un restaurant étoilé au Michelin, il était là. L'étiquette était sans équivoque, blanche, avec des lettres noires élégantes et sévères. Vino di ferro, le vin de fer. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Fer, ce n'était pas un lieu, c'était un nom de famille. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait un nouvel onglet de recherche. Cette fois, elle ne tapa pas Léo. Elle tapa « Famille Durand-Sicile ». Les résultats furent instantanés et terrifiants. Les premiers liens n'étaient pas vers des domaines viticoles ou des villas ensoleillées. C'étaient des articles de grandes organisations de presse, italiennes et américaines. Les titres étaient crus.
Le clan Durand resserre son emprise sur le port sicilien. L'Empire de fer, comment les Durand ont bâti une dynastie sur le silence et la peur. Le département de la justice américain cible l'organisation Durand dans une enquête transatlantique. Les articles parlèrent d'une organisation puissante et obscure, une dynastie qui régnait sur son coin de Sicile depuis des générations avec une autorité silencieuse et inflexible. Ils n'étaient pas seulement des vignerons. Selon les articles, ils étaient l'une des familles mafieuses les plus puissantes et les plus redoutées au monde. Un empire de fer. Chloé sentit le sang quitter son visage. Son estomac se noua, et elle dut s'agripper au bord de la table pour se stabiliser. Cela ne pouvait pas être vrai. C'était un monde de violence, d'ombre, de pouvoir de sang-froid. Cela n'avait rien à voir avec l'homme qui avait parlé de raisin têtu et qui avait touché sa joue avec une tendresse si impossible. Ses yeux parcoururent un long article d'un grand magazine d'information détaillant la structure de la famille. Son regard s'arrêta sur un nom. Le chef actuel de la famille, un homme qui avait pris la relève après la mort récente de son père. Un homme connu pour son sens des affaires froid et calculateur et pour avoir consolidé le pouvoir de la famille avec une efficacité impitoyable. Elle cliqua sur la photographie qui l'accompagnait. Le monde s'arrêta. C'était lui. Mais ce n'était pas lui. L'homme sur la photo se tenait sur les marches d'une grande villa à l'allure ancienne. Il portait un costume sombre, parfaitement coupé, pas un pull en cachemire doux. Le sourire facile avait disparu, remplacé par un masque de calme froid et impénétrable. Ses yeux, les mêmes yeux sombres et intenses qu'il avait regardés avec tant de chaleur, étaient maintenant d'une distance glaçante, scrutant le monde comme s'il lui appartenait. Ce n'était pas Léo, le touriste charmant et poétique. C'était un roi dans sa forteresse. La légende sous la photo disait « Don Victor Durand ». Le nom résonna dans l'appartement silencieux. Don Victor Durand. C'était un nom qui sonnait comme un jugement, un mur final et inébranlable entre l'homme qu'elle avait connu et l'homme sur la photographie. Chloé fixa l'écran, son esprit luttant pour concilier les deux images. Léo, Victor, l'amant doux et le don froid. L'homme qui avait parlé de raisin têtu était le même homme décrit dans les articles comme un stratège impitoyable, le chef d'un empire criminel. L'ironie était si amère qu'elle avait un goût d'acide dans sa gorge. Le vin qu'il avait partagé avec elle, le Vino di Ferro, n'était pas juste un vin. C'était une marque, une déclaration de propriété. Il ne lui avait pas partagé un secret. Il lui avait servi son propre nom dans un verre. Elle s'éloigna de l'ordinateur portable comme s'il était en feu, reculant jusqu'à ce que ses jambes heurtent le bord du canapé de son ami. Elle s'enfonça dans les coussins, enlaçant son ventre, un geste primal et protecteur. La vie qui grandissait en elle n'était plus seulement l'enfant d'un amant fantôme. C'était l'héritier d'un empire de fer et de peur, un héritier du nom de Durand. Une vague de nausées, aiguë et sans rapport avec sa grossesse, la submergea. Elle pensa à son propre père, un homme qui tenait une simple boulangerie, ses mains toujours couvertes de farine, son éclat le plus fort, un rire qui secouait tout son corps. Elle avait été élevée à l'odeur du pain chaud et à l'éthique simple du travail acharné et de l'honnêteté. Le monde dans lequel Victor Durand vivait était une planète étrangère, un univers parallèle sombre, régi par des règles qu'elle ne pouvait même pas commencer à comprendre. Sa peur était une chose vivante, une terreur froide qui s'installa au plus profond de ses os. Ce n'était pas un monde pour un enfant. Ce n'était pas un monde de genoux écorchés et d'histoires avant de dormir. C'était un monde de chuchotements, de longues ombres, de dettes payées dans le sang. Son fils ou sa fille ne naîtrait pas là-dedans. Elle ne le permettrait pas. Pendant une journée, sa peur fut paralysante. Elle lut plus d'articles, chacun un clou dans le cercueil de l'homme qu'elle appelait Léo. Elle apprit le pouvoir des Durand, leur portée, leur affaire, qui s'étendait des ports maritimes à l'influence politique, le tout construit sur une fondation d'omerta, le code du silence. Victor n'était pas seulement un participant, il était l'architecte de sa version moderne. Il était décrit comme plus dangereux que ses ancêtres parce qu'il était plus intelligent, plus froid, et cachait sa violence derrière un vernis d'entreprise légitime. Puis, lentement, alors que le choc se dissipait, la peur commença à se calcifier. Elle passa d'une terreur tremblante et informe à quelque chose de solide et de tranchant. Elle devint résolution.
la même résolution têtue que Victor avait admirée dans les raisins qu'il avait décrits. Il n'avait aucune idée qu'elle la possédait aussi. Elle n'était pas une demoiselle en détresse. C'était une femme qui avait essayé de construire un rêve de ses propres mains et qui s'était battue jusqu'au bout. Elle se battrait pour son enfant avec la même férocité. Mais quel était le combat? Fuir? Se cacher? La pensée était tentante. Elle pourrait disparaître, changer de nom, élever le bébé quelque part de tranquille, où le nom Durand n'était qu'un murmure d'un autre monde. Mais les articles rendaient une chose terriblement claire. La portée des Durand était mondiale. Leur pouvoir résidait dans l'information. Tôt ou tard, ils découvriraient. Et que ferait un homme comme ça s'il découvrait qu'il avait un héritier dont il ignorait l'existence? Un héritier qui lui avait été caché. La pensée était plus terrifiante que n'importe quelle confrontation. Il ne viendrait pas seulement pour l'enfant, il viendrait pour elle. Non, se cacher était la stratégie de l'agneau, attendant que le lion le trouve. Elle devait faire la seule chose que le lion n'attendrait jamais. Elle devait entrer dans la fosse elle-même. Elle n'irait pas le voir pour de l'argent ou de l'aide. Elle irait le voir pour énoncer un fait, pour tracer une ligne dans le sable, pour lui parler de son enfant, oui, parce qu'il avait le droit de savoir, mais aussi pour lui faire comprendre que l'enfant n'aurait aucune part dans son monde. Elle offrirait un compromis, un arrangement, n'importe quoi qui garderait son bébé en sécurité et à l'abri, loin de l'ombre du nom Durand. C'était un espoir naïf, un pari désespéré, mais c'était le seul coup qu'elle avait. La décision installa un étrange calme en elle. Son objectif était clair, le chemin cependant était un inconnu terrifiant. Comment une chef d'un restaurant en faillite en Amérique demande-t-elle une audience avec un homme comme Don Victor Durand? Elle ne pouvait pas simplement l'appeler, elle ne pouvait pas simplement se présenter. Ses recherches la menèrent à la façade légitime de l'Empire Durand. Durand Import, une société de produits de luxe avec un bureau d'entreprise élégant au cœur de la ville. C'était la façade publique, la main propre et soignée qui cachait le point de fer. C'était sa seule porte d'entrée. Chloé se tenait devant son grand miroir, sa main posée sur son ventre encore plat. Elle vit la peur dans ses propres yeux, mais en dessous, elle vit une lueur de quelque chose d'autre, quelque chose de féroce et d'inflexible. C'était le regard d'une mère, une lionne, se préparant à affronter un lion pour protéger son petit. Elle prit une profonde inspiration. Elle réserva un vol aller simple pour Palerme, en Sicile, en utilisant le reste de ses économies. Puis, elle entra dans le hall imposant de verre et d'acier de Durand Imports. Elle s'approcha de la réceptionniste à l'air sévère, son cœur battant la chamade, mais sa voix stable et claire. « Mon nom est Chloé Martin, » dit-elle, sa voix ne trahissant aucune de la terreur qu'elle ressentait. « J'ai besoin d'organiser une réunion avec Monsieur Durand. C'est une affaire personnelle. » Elle savait qu'il refuserait, mais elle savait aussi que la simple mention de son nom dans ce bâtiment serait comme une pierre jetée dans un étang sombre et calme. Les ondulations se propageraient, ils enquêteraient sur elle, et ils feraient leur rapport à leur roi. Elle ne chassait plus un fantôme, elle invoquait un monstre, et elle priait d'avoir la force de l'affronter quand il tournerait ses yeux vers elle. Le vol pour la Sicile fut un voyage à travers un voile temporel désorientant. Chloé quitta l'énergie familière et frénétique de sa ville américaine et atterrit sur une île qui semblait respirer avec le poids des siècles. L'air qui l'accueillit à sa sortie de l'avion était différent, plus épais, parfumé par la mer, les herbes sauvages et quelque chose d'ancien comme de la pierre chauffée par le soleil. C'était le monde que Léo avait décrit, un endroit où l'histoire était plus profonde que la mer. Maintenant, debout sur son sol, elle ressentait cette profondeur non pas comme une romance poétique, mais comme une force écrasante et intimidante. Elle n'avait reçu aucune réponse à sa demande au bureau de Durand Imports. Pas de confirmation, pas de rejet, juste un silence profond et troublant. Pourtant, elle savait qu'elle avait été entendue. Elle le sentit dans le processus étrangement fluide à l'aéroport de Palerme, la façon dont une voiture noire attendait juste à l'extérieur du terminal, un homme en costume sombre tenant une simple pancarte avec son nom de famille, Martin, imprimé dessus. Il n'y avait aucun doute sur qui il était ou qui l'avait envoyé. Les ondulations avaient atteint le rivage. Le trajet fut silencieux. L'homme ne parla pas, ses yeux cachés derrière des lunettes noires, ses mains stables sur le volant.
Ils laissèrent la ville derrière eux, grimpant dans les collines accidentées et magnifiques. D'anciennes oliveraies, leurs troncs noueux et tordus comme de vieux hommes, cédèrent la place à de vastes vignobles. Chloé vit l'Etna au loin, un géant endormi, un panache de fumée s'élevant paresseusement de son sommet. C'était sa terre, le sol volcanique, les raisins têtus. Chaque beau détail était maintenant entaché par la réalité glaçante de ce sur quoi cette beauté était construite. La voiture quitta la route principale, passant par un ensemble d'immenses portes en fer forgé qui s'ouvrirent pour eux sans un bruit, comme par magie. Le nom Durand était subtilement travaillé dans les volutes complexes. Ils continuèrent sur une longue allée bordée de cyprès, puis la forteresse apparut. Ce n'était pas une villa, c'était une citadelle, un ancien complexe de pierres couleur miel qui semblait pousser organiquement de la roche même de la colline. Il était entouré de hauts murs, mais sa position sur la crête de la colline était sa véritable défense, offrant une vue panoramique et dominante sur toute la vallée en contrebas. C'était d'une beauté à couper le souffle et totalement imprenable. Une cage dorée. La voiture s'arrêta dans une cour en pierre où l'air était rempli du parfum du jasmin et du doux bruit d'une fontaine. Le chauffeur ouvrit sa portière et un autre homme, plus âgé, aux cheveux argentés et au visage taillé dans le granit, l'accueillit sur les marches. « Mademoiselle Martin, dit-il, sa voix polie mais dépourvue de chaleur, le don va vous recevoir maintenant. » Il la conduisit à travers des pièces caverneuses et fraîches, remplies de meubles sombres et lourds, d'œuvres d'art d'une valeur inestimable et d'un silence qui absorbait le son. Ses pas sur les sols en marbre semblaient sacrilègement bruyants. C'était une maison de fantômes, de pouvoir transmis de génération en génération. Elle pouvait sentir leur poids, les secrets contenus dans ces épais murs de pierre. Finalement, ils arrivèrent à une paire de grandes portes en bois sculptées. L'homme les ouvrit et lui fit signe d'entrer. La pièce était une bibliothèque, ses murs tapissés du sol au plafond de livres reliés en cuir. Un immense bureau orné se tenait devant une vaste fenêtre qui encadrait le volcan comme un tableau vivant, et derrière le bureau, en silhouette contre le soleil de l'après-midi, se tenait Victor Durand. Il ne portait pas de costume. Il était vêtu d'un simple pantalon sombre et d'une chemise blanche déboutonnée au col. Il ressemblait moins au titan des affaires de la photo de presse qu'à un roi terrien arpentant son domaine. Alors qu'elle entrait dans la pièce, il se détourna de la fenêtre. Et pendant un instant à couper le souffle, il fut Léo. La façon dont la lumière attrapait les plans de son visage, l'intensité tranquille de sa posture, tout était douloureusement familier. Mais alors ses yeux croisèrent les siens, et l'illusion se brisa. La chaleur dont elle se souvenait avait disparu, remplacée par une immobilité froide et analytique. Il la regarda non pas avec reconnaissance, mais avec la curiosité détachée d'un collectionneur examinant une nouvelle acquisition inattendue. « Mademoiselle Martin, dit-il. » Sa voix avait le même timbre profond et résonnant dont elle se souvenait, mais elle avait une qualité différente maintenant. La chaleur avait disparu, remplacée par le poli froid et dur du commandement. « Vous avez fait un long chemin. J'espère que votre voyage a été confortable. » Les mots polis et vides de sens étaient un rejet de tout ce qui s'était passé entre eux. Ils fixaient les termes. Ils étaient des étrangers. Le discours soigneusement préparé de Chloé, les lignes qu'elle avait répétées encore et encore, s'évaporèrent de son esprit. Il ne lui resta que la vérité brute et désespérée. « Je ne savais pas qui vous étiez, » dit-elle, sa voix un peu tremblante mais claire. Une lueur de quelque chose, amusement, agacement, passa dans ses yeux. La plupart des gens qui me cherchent le savent, cela fait gagner du temps. « Je ne cherche rien de vous, monsieur Durand. »« D'un Durand, la corrigea-t-il, les mots doux mais pesants comme du fer. Dans cette maison, c'est mon nom, et vous êtes ici. Cela, par définition, signifie que vous cherchez quelque chose. » Il n'avait pas bougé de derrière le bureau. Il était un général, et c'était son poste de commandement. La pièce entière, la forteresse entière, était une extension de sa volonté. Chloé sentit sa résolution vaciller sous la force pure de sa présence. Elle prit une inspiration, sa main se déplaçant inconsciemment vers son ventre. Ses yeux suivirent le petit mouvement. Son expression ne changea pas, mais l'immobilité dans la pièce s'approfondit, devint plus lourde. Il l'attendait. « Je suis enceinte, dit-elle,
les mots tombant dans le silence comme des pierres dans un puits. « C'est de vous. » Victor ne réagit pas. Pas de choc, pas de déni, pas de joie, pas de colère. Il la regarda simplement, son regard inflexible, comme s'il confirmait une information qu'il avait déjà reçue. Le silence s'étira, devenant une forme d'interrogatoire, un outil pour la déstabiliser. Elle refusa de détourner le regard. Après un long moment, il parla enfin, sa voix dangereusement calme. « Je sais. » Bien sûr, il savait. Il le savait depuis le moment où son nom avait été signalé à son bureau de New York. Il avait enquêté sur elle, disséqué sa vie à distance. La réalisation que sa recherche désespérée de lui avait été un exercice futile, qu'il l'avait observé depuis le début, fut une violation froide. « L'enfant, continua-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion, est un Durand. Il naîtra ici, dans cette maison. On pourvoira à vos besoins. Vous ne manquerez de rien. » Ce n'était pas une offre, c'était un décret. Les mots qu'elle avait prévu de dire, sur le compromis, sur le fait de garder l'enfant loin de son monde, moururent dans sa gorge. Ils n'avaient aucun sens ici. Elle était entrée dans la fosse du lion, non pas pour négocier, mais pour être dévorée. « Non », parvint-elle à dire, le mot une petite étincelle de défi dans l'atmosphère oppressante. « Non, mon enfant ne fera pas partie de ça. » Pour la première fois, il bougea. Il contourna l'immense bureau, réduisant la distance entre eux. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir l'énergie intimidante qui émanait de lui. Il était plus grand qu'elle ne s'en souvenait, sa présence remplissant la pièce. Il n'était plus une silhouette, mais une réalité terrifiante. « Vous vous méprenez, mademoiselle Martin, » dit-il, sa voix tombant à un registre bas et glaçant. « Ce n'était pas une demande. Vous et l'enfant, vous faites maintenant partie de ça. Vous êtes venu ici pour me dire que j'ai un héritier. Vous avez fait votre part. Maintenant, vous accepterez la mienne. » Il baissa les yeux vers son ventre, son regard possessif, absolu. « Cet enfant est mon sang, mon héritage, et il m'appartient. » La cage était dorée, comme promis. On donna à Chloé une suite de chambres dans une aile privée de la forteresse. Les fenêtres, hautes et cintrées, donnaient sur un jardin en terrasse où le parfum des fleurs de citronnier et du romarin flottait dans l'air chaud. Les meubles étaient anciens et élégants, le linge plus doux que tout ce qu'elle avait jamais touché, et son placard se remplit progressivement de vêtements qu'elle n'avait pas choisis, dans des styles qu'elle ne porterait jamais, tous d'une confection exquise et parfaitement coupée. Une femme silencieuse et plus âgée nommée Helena lui fut assignée, une présence constante et discrète qui anticipait ses besoins avant même que Chloé ne puisse les exprimer, lui servant ses repas, préparant ses bains et faisant disparaître toute trace de désordre. Elle ne manquait de rien, et elle n'avait rien. Son passeport avait été mis en lieu sûr. Son téléphone, après une tentative futile d'appeler son ami aux États-Unis, un appel qui n'aboutit pas, disparut de sa table de chevet, remplacé le lendemain par un nouveau modèle inconnu qui, découvrit-elle, ne pouvait passer des appels qu'à l'intérieur des murs de la forteresse. Elle n'était pas une invitée. Elle était un bien précieux, le réceptacle de l'héritier Durand, et elle était sous une surveillance constante et silencieuse. La politesse était la partie la plus étouffante de son emprisonnement. Personne n'élevait jamais la voix. Aucune porte n'était jamais audiblement verrouillée. Pourtant, elle savait avec une certitude glaçante que dès qu'elle essaierait de dépasser l'allée bordée de cyprès, un homme poli mais inamovible apparaîtrait pour la ramener doucement à l'intérieur. La première semaine fut un tourbillon de rage impuissante. Elle arpentait ses belles chambres comme un animal en cage, le silence de la forteresse amplifiant le monologue furieux dans sa tête. Elle refusait les repas. Elle renvoyait Helena avec des gestes secs et colériques. Elle exigeait de voir Victor pour se faire dire par le majordome au visage de pierre, Sylvain, que le don est occupé. Elle ne le voyait que de loin. Parfois, à travers sa fenêtre, elle le voyait traverser la cour, plongé dans une conversation basse et sérieuse avec d'autres hommes en costume sombre. Il ne levait jamais les yeux. C'était comme si elle était un fantôme dans sa maison ancestrale, sa présence reconnue mais sans importance pour sa vie quotidienne, qui bourdonnait avec l'efficacité impitoyable d'une machine bien huilée. Il ne l'ignorait pas. Il l'avait simplement absorbée dans son monde, l'avait classée sous résolu et était passé à autre chose. Cette annulation désinvolte de sa volonté,
était plus exaspérante que n'importe quel conflit ouvert. La deuxième semaine, sa rage s'était épuisée, laissant derrière elle un désespoir creux et douloureux. Elle recommença à manger, non par désir, mais par une prise de conscience naissante et sombre. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour deux. La vie en elle avait besoin de force et elle ne la laisserait pas mourir de faim par dépit. C'est pendant cette période de résignation silencieuse que la véritable nature de sa nouvelle vie commença à se révéler. La romance n'était pas morte, elle était simplement devenue souterraine, existant dans les espaces silencieux et non reconnus entre eux. C'était une romance racontée non pas en mots mais en objets et en gestes. Un soir, un petit livre relié en cuir apparut sur sa table de chevet. C'était un recueil de contes populaires siciliens, écrits en anglais. Il n'y avait pas de mots. Elle savait qui l'avait laissé. C'était une reconnaissance de son isolement, une offrande silencieuse. C'était un geste de l'homme qui avait vu l'artiste en elle, pas du don qui ne voyait que la mère de son héritier. Quelques jours plus tard, après un repas qu'elle avait à peine touché, Elena apparut avec un plat différent. C'était un cacio e pepe simple et parfait, un plat qu'elle avait mentionné en passant à Léo lors de leur unique nuit ensemble, lui disant comment sa simplicité était son génie. Son cœur se serra au souvenir, il s'en était souvenu. Victor Durand, le stratège de sang-froid, s'était souvenu d'un fragment de conversation d'un homme qu'il prétendait être, et avait ordonné à sa cuisine de le reproduire. Il communiquait avec elle dans le seul langage qu'elle avait jamais vraiment maîtrisé, la nourriture. Elle commença à lui répondre de la même manière. Utilisant la petite cuisine privée attenante à sa suite, elle se mit à cuisiner pour elle-même. Au début, c'était juste pour récupérer un morceau de son identité. Mais ensuite, elle se surprit à en faire un peu plus. Un après-midi, elle prépara une petite crostata aux pommes rustiques. Quand Sylvain vint dans ses appartements sous un prétexte quelconque, elle lui en offrit une part. « Pour le don, dit-elle, son ton soigneusement neutre. Il travaille trop. » Elle ne savait pas s'il l'accepterait, ou si cela lui parviendrait même. Mais ce soir-là, l'assiette fut retournée à sa suite par Elena, vide. Il n'y eut pas de merci, pas de reconnaissance. Il n'y en avait pas besoin. C'était une passe d'armes dans un duel silencieux et intime. Leurs interactions les plus puissantes se produisaient lorsqu'ils étaient dans le même espace, prétendant que l'autre n'existait pas. Une fois, tard dans la nuit, incapable de dormir, elle erra dans la grande bibliothèque. Elle ne s'attendait pas à le trouver là, mais il y était, assis dans un fauteuil en cuir usé, un verre de liquide ambré à la main, fixant une cheminée froide. Il ne sembla pas la remarquer au début. Le masque était tombé. Dans la pénombre, elle ne vit pas le don, mais un homme qui semblait profondément las, le poids de son empire pesant sur lui. Elle vit le fantôme de Léo. Il leva alors les yeux, son regard croisant le sien à travers la pièce silencieuse. Le masque se remit en place. L'air crépitait de tout ce qu'ils refusèrent de dire. Sa colère, sa possessivité, le souvenir d'un baiser doux, la réalité de leur cage dorée. Sa main se posa sur son ventre, le léger gonflement commençant à peine à être visible sous ses vêtements. Ses yeux suivirent le mouvement et sa mâchoire se crispa. Ce n'était pas un geste de tendresse, mais de propriété. Un rappel de la raison de sa présence ici, un rappel de sa victoire. Chloé se retourna et partit sans un mot, son cœur battant à tout rompre. La guerre entre eux n'était pas terminée, elle avait simplement changé de champ de bataille. Ce n'était plus un combat pour sa liberté, mais un combat pour son âme, mené dans des conversations remémorées, des plats partagés et des regards volés à travers des pièces silencieuses et solitaires. C'était une bataille pour rappeler à l'homme de fer inflexible que la femme qu'il avait mise en cage avait toujours un cœur de feu. Pendant des semaines, la forteresse fut un monde en soi, hermétiquement scellé, ses routines régies par la volonté silencieuse et inflexible de son maître. Entre ces murs, le seul conflit était celui silencieux et latent entre Chloé et Victor. À l'extérieur, cependant, le monde n'avait pas cessé de tourner. Un empire comme celui des Durand ne se maintenait pas sans ennemis, et un roi qui acquiert soudainement un héritier secret est un roi avec une nouvelle faiblesse exploitable. Chloé ne savait rien de tout cela. Son monde était le jardin, la bibliothèque et les yeux toujours vigilants des hommes de Victor. Elle commença à trouver un rythme fragile dans sa captivité. Les nausées matinales de son premier trimestre firent place à une vague d'énergie du deuxième trimestre.
Son corps changeait, la douce courbe de son ventre, un rappel constant et miraculeux de la vie qu'elle protégeait. Elle faisait des longueurs dans l'eau fraîche et bleue de la piscine du domaine. L'exercice, un petit acte de rébellion, une façon de garder son corps fort et sien. Elle et Victor continuèrent leur danse silencieuse. Il lui laissait des journaux anglophones. Elle lui laissait des repas simples et nourrissants, qu'elle savait qu'il prenait rarement le temps de manger. Ils étaient deux planètes sur une orbite fixe, maintenues en place par l'attraction gravitationnelle de l'enfant entre eux, ne se touchant jamais, mais toujours conscients de la présence de l'autre. L'illusion de la paix fut brisée un mardi après-midi d'une beauté trompeuse. Le soleil était chaud, et une douce brise transportait le parfum des fleurs d'oranger des bosquets en contrebas. Chloé marchait le long d'un sentier isolé à l'extrémité des jardins, un endroit qu'elle préférait pour son intimité. Helena se tenait à une distance discrète derrière elle, portant un plateau avec de l'eau et des fruits. Les seuls bruits étaient le crissement du gravier sous ses pieds et le bourdonnement paresseux des abeilles. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fut une tension soudaine dans l'air, du genre qui précède un orage. Les oiseaux dans les cyprès se turent. Helena s'arrêta de marcher. Chloé se tourna, une question sur les lèvres, et vit que le visage de la femme plus âgée était pâle, ses yeux grands ouverts, et fixés sur quelque chose par-dessus l'épaule de Chloé. Avant que Chloé ne puisse se retourner, son monde s'effondra dans un flou de tissu rugueux et l'odeur rance du tabac. Une force comme une bande d'acier s'enroula autour de sa taille, la soulevant du sol, tandis qu'une main se pressait contre sa bouche, étouffant le cri avant même qu'il ne naisse. La panique froide et absolue la saisit. Elle se débattit, donnant des coups de pied, ses ongles griffant la main sur son visage. À travers sa vision paniquée, elle vit un autre homme apparaître, vit Helena tomber au sol avec un cri qui fut brusquement interrompu. Ce n'étaient pas les hommes de Victor. Ils étaient vêtus des vêtements rudes des ouvriers agricoles, mais leurs yeux étaient froids, leurs mouvements d'une efficacité brutale. Des loups déguisés en agneaux. Ils avaient franchi les murs de la forteresse. L'esprit de Chloé s'emballa. Le bébé. Ses mains se posèrent sur son ventre, ses luttes devenant plus frénétiques, plus désespérées. L'homme qui la tenait grogna, une série de jurons siciliens durs et gutturaux. Il commença à la traîner en arrière, loin de la maison, vers une petite porte cachée dans le mur du jardin. Puis un son déchira l'air, non pas un coup de feu, mais un seul cri vif et autoritaire, la voix de Victor. Ce qui suivit fut un enchaînement de mouvements contrôlés et terrifiants. Deux des gardes de Victor, se matérialisant du paysage comme de nulle part, se déplacèrent pour intercepter l'homme près d'Helena. La confrontation fut rapide et presque silencieuse, un ballet d'une efficacité brutale. Mais Chloé était toujours dans l'emprise du premier homme, qui pressait maintenant quelque chose de froid et de tranchant contre sa gorge. Il continuait de la traîner vers la porte, l'utilisant comme bouclier. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, un tambourinement frénétique de terreur. Et puis Victor fut là. Il se déplaça avec une vitesse et une grâce qui semblaient impossibles pour un homme de sa taille. Il était venu de la direction de la maison, et dans sa main se trouvait un objet d'acier froid et sombre. Mais la véritable arme était la familiarité glaçante de l'intention létale dans ses yeux. Il n'était plus l'homme d'affaires, le Don Las ou le fantôme de Léo. Il était un prédateur, son visage un masque de fureur froide et mortelle, ses yeux sombres fixés non pas sur Chloé, mais sur l'homme qui la tenait. « Lâchez-la » dit Victor, sa voix calme, mais avec un tranchant mortel qui était plus terrifiant que n'importe quel cri. L'homme qui tenait Chloé rit, un son rauque et nerveux. Le grand Don Durand, avec une faiblesse. Qui l'aurait cru? Il accentua la menace en augmentant légèrement la pression contre la peau de Chloé. « Lâche ton arme, ou ton héritier mourra avant même d'avoir vu un soleil sicilien. » Chloé ferma les yeux, une larme de terreur s'échappant et traçant un chemin chaud sur sa joue. Elle pouvait sentir le cœur de l'homme battre contre son dos, pouvait sentir sa peur. Victor ne baissa pas son bras. Son regard resta fixé sur l'homme, froid et calculateur. Il prenait une décision pesant les variables d'une équation mortelle. Pendant un terrible instant figé, Chloé pensa qu'il pourrait la sacrifier. Elle était un réceptacle, un inconvénient. Mais l'enfant était son héritage. Puis les yeux de Victor croisèrent les siens par-dessus l'épaule de l'homme. Pendant une fraction de seconde, le masque du don glissa. Elle ne vit pas un calcul froid,
mais une rage brute et possessive. Il ne s'agissait pas de son héritage, il s'agissait d'elle. Quelqu'un touchait à ce qui lui appartenait, et c'était un péché pour lequel il n'y avait pas de pardon. « Vous avez fait une erreur », dit Victor calmement, sa voix une basse promesse de mort. « Vous pensez qu'elle est ma faiblesse, elle ne l'est pas. » Il fit un demi-pas sur le côté, changeant l'angle. « C'est vous qui l'êtes. » Il n'y eut pas d'autre avertissement. Une détonation soudaine et assourdissante résonna dans le jardin, un son si violent qu'il sembla déchirer l'air lui-même. Chloé sursauta, un cri se coinçant dans sa gorge alors que le bras autour d'elle se relâchait. Le poids contre elle disparut et elle tombait, mais avant qu'elle ne touche le sol, une autre paire de bras la rattrapa, des bras forts et familiers. Victor l'éloigna de l'homme tombé, tournant son corps pour qu'elle n'ait pas à voir, sa main venant se poser sur l'arrière de sa tête, pressant son visage contre la chaleur propre et solide de sa poitrine. Son autre main se posa instantanément sur son ventre, un geste possessif et protecteur qui était pur instinct. Elle tremblait de manière incontrôlable, son corps secoué par l'adrénaline et le choc. Elle pouvait sentir le battement frénétique et lourd de son cœur contre sa joue. Il la tenait fermement, la protégeant des conséquences, de la vue de ces hommes qui s'occupaient maintenant silencieusement et efficacement de la scène. Il ne dit rien. Il la serra simplement, sa main étendue protectricement sur leur enfant, sa présence un mur de fer entre elle et le monde brutal qui venait d'essayer de la réclamer. À ce moment, la cage dorée avait été violée, mais pour la première fois, Chloé comprit que ces barreaux n'étaient pas seulement destinés à la retenir. Ils étaient destinés à garder les loups à l'extérieur. Et le loup le plus dangereux de tous était celui qui la tenait maintenant, son odeur de pouvoir et de violence un réconfort indéniable et terrifiant. Les suites de l'attaque furent aussi silencieuses et efficaces que la violence elle-même. En quelques minutes, les corps avaient disparu, le gravier du sentier était ratissé et le parfum du jasmin et des fleurs d'oranger dominait à nouveau l'air. La seule preuve que quelque chose s'était passé était le tremblement persistant dans les mains de Chloé et la mâchoire dure et inflexible de Victor. Il ne la relâcha pas immédiatement. Il la ramena à la maison, un bras toujours fermement enroulé autour d'elle, sa main un poids chaud et lourd sur le creux de son dos. Ce n'était pas un geste doux et réconfortant, c'était un acte de possession, une revendication non négociable. Ces hommes se mirent en formation autour d'eux, un mur mobile de costumes sombres et de visages sinistres. La forteresse était en état d'alerte maximale, le périmètre de sécurité invisible, maintenant rendu manifeste et suffocant. Il ne l'emmena pas dans sa suite. Il la conduisit à son bureau privé, une pièce dans laquelle elle n'était jamais entrée. C'était un lieu sobrement masculin, dominé par un grand bureau épuré, des étagères de ce qui ressemblait à des registres historiques, et des cartes détaillées de la Sicile sur les murs. C'était le centre névralgique de son empire. Il l'assit dans un profond fauteuil en cuir et lui versa un petit verre d'eau avec une main parfaitement stable. Il avait déjà rangé son arme, la transition de l'exécuteur létal au don contrôlé étant fluide et glaçante. Il se tenait devant elle, l'observant alors qu'elle prenait une gorgée d'eau tremblante. La froideur analytique était de retour dans ses yeux, mais elle était recouverte d'une rage sombre et bouillonnante qui n'était pas dirigée contre elle, mais contre le monde, contre ses ennemis, contre son propre échec à garder les murs de sa forteresse impénétrable. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il, sa voix un commandement bas et rauque. Ce n'était pas une question de sollicitude, mais une demande d'information. Chloé secoua la tête, incapable de trouver sa voix. Elle toucha sa gorge là où le couteau avait été. Il y avait une fine égratignure superficielle, déjà perlée de sang. Les yeux de Victor s'assombrirent. Il tendit la main, ses doigts inclinant son menton pour inspecter la marque. Son contact était étonnamment doux, un contraste frappant avec la violence dont elle venait d'être témoin. Pendant un instant, son pouce frôla sa peau. Un geste si réminiscent de Léo que son souffle se coupa dans sa gorge. Il sembla le réaliser en même temps, sa main s'éloignant comme si elle était brûlée. Le masque du don se remit brutalement en place. Il se tourna et parla en sicilien rapide et guttural dans un interphone sur son bureau. Quelques minutes plus tard, le majordome aux cheveux argentés, Sylvain, entra avec une petite trousse de premiers soins. Victor la prit lui-même, congédiant l'homme plus âgé d'un signe de tête. Il s'agenouilla devant elle comme il l'avait fait dans la chambre d'hôtel, mais cette fois
était à des années-lumière de cette nuit de douce découverte. Il nettoya la petite coupure avec une lingette antiseptique, ses mouvements précis et impersonnels. Mais il était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, voir la tension enroulée dans ses épaules. « Cela ne se reproduira plus, » dit-il, sa voix une promesse plate et froide. Ce n'était pas destiné à être un réconfort. C'était une déclaration d'intention, un vœu de vengeance contre ceux qui avaient osé toucher ce qui était à lui. Le barrage du sang-froid de Chloé, maintenu par le choc et l'adrénaline, céda enfin. Ce ne fut pas un flot de larmes, mais de colère. « C'est de votre faute, » murmura-t-elle, sa voix tremblant d'une fureur qui était à la fois peur et ressentiment. « C'est arrivé à cause de vous, à cause de ce monde dans lequel vous nous avez entraînés. » Il finit de soigner la coupure et se leva, la regardant de haut, son expression indéchiffrable. « Vous n'avez pas été entraîné, vous y êtes entré vous-même. »« Pour protéger mon enfant, » rétorqua-t-elle, sa voix gagnant en force. « Pour le tenir à l'écart de ça, loin des armes et des couteaux dans le jardin. »« Et où seriez-vous allé » contra-t-il, sa voix dangereusement douce. « Dans une petite ville tranquille ? Pensez-vous qu'ils ne vous auraient pas trouvé ? Ils vous ont trouvé ici, à l'intérieur de murs qui tiennent depuis 500 ans. Là-bas, vous auriez été un agneau attaché à un piquet, attendant l'abattage. Ici, vous êtes au cœur de la meute. Il n'y a pas d'endroit plus sûr au monde pour vous. »« Plus sûr » rit-elle, un son rauque et brisé. « Je viens d'avoir un couteau sous la gorge. Votre monde nous a mis en danger. »« Mon monde » dit-il, sa voix baissant encore plus, chaque mot teinté d'acier, « est la seule chose qui vous maintient en vie. Mon nom est la raison pour laquelle vous étiez une cible, mais c'est aussi la raison pour laquelle vous respirez encore. » Il avait raison. La logique terrifiante de son monde était inéluctable. Son nom était à la fois le poison et l'antidote. Le silence qui tomba entre eux était différent maintenant. Ce n'était pas le silence de l'évitement, mais le silence de deux adversaires qui ont enfin posé leurs armes sur la table et reconnu la vérité brutale de leur situation. « Car qui était-il » demanda-t-elle, sa colère cédant la place à un besoin las de comprendre. Il hésita un instant, comme s'il débattait des mérites de partager des informations avec elle. « La famille Mercier » dit-il finalement. « Des vautours. Ils voient un nouvel héritier comme une chance de déstabiliser, de créer un vide de pouvoir. » Il commença à arpenter la pièce, l'énergie contrôlée d'une panthère en cage émanant de lui. « Ils ont fait un calcul, que je serais affaibli par le sentiment, que j'hésiterais. » Ses yeux croisèrent les siens, et elle vit une lueur de la fureur froide du jardin. Leur calcul était erroné. À ce moment, elle comprit quelque chose de profond à son sujet. Son contrôle, sa froideur n'étaient pas une absence d'émotion. C'était un bouclier pour la contenir. La rage qu'il ressentait en la voyant menacée était si immense, si volcanique, qu'il devait l'enfermer dans du fer pour l'empêcher de le consumer, lui et tout ce qui l'entourait. Il n'était pas insensible, il était terrifiant de sentiments, tous orientés vers le seul but du pouvoir, du contrôle et maintenant d'une forme brutale de protection. « À partir de maintenant, vous n'irez nulle part sans moi, » déclara-t-il, le dos tourné vers elle alors qu'il regardait son domaine par la fenêtre. « Ni au jardin, ni à la bibliothèque, pas même dans la salle à manger. Où je vais, vous allez. Vous n'êtes plus seulement une résidente de cette maison, Chloé, vous êtes l'ombre de son maître. C'est la seule façon pour moi de garantir votre sécurité. » C'était une déclaration qui changeait tout. La cage dorée venait de rétrécir, ses barreaux désormais forgés de sa présence constante et étouffante. C'était une condamnation à la prison. Mais c'était aussi, dans la logique brutale et tordue de leur monde, la première fois qu'il la reconnaissait vraiment non pas comme un bien, mais comme une partenaire, bien que réticente, dans une guerre qu'elle ne faisait que commencer à comprendre. La trêve n'était pas une trêve de paix, mais de danger partagé. Une trêve forgée dans la chaleur d'un seul coup de feu. Victor tint parole. La vie de Chloé devint inextricablement liée à la sienne. Elle était une présence silencieuse et observatrice dans son bureau pendant qu'il menait ses affaires par des appels téléphoniques brefs et codés. Elle s'asseyait en face de lui dans la salle à manger formelle, partageant des repas dans un silence tendu et crépitant qui était plus intime que n'importe quelle conversation. Elle marchait à ses côtés dans les jardins, toujours flanquée d'une phalange de gardes au visage sinistre. Sa cage dorée s'était réduite à la taille de son ombre. La proximité forcée était une étrange forme de torture.
Elle dépouillait les derniers vestiges du fantôme, Léo, le remplaçant entièrement par le don Durand, froid, calculateur et dangereusement protecteur. Pourtant, dans les moments calmes et sans surveillance, elle apercevait des lueurs de l'homme sous le fer. Elle voyait l'épuisement dans ses yeux tard le soir, alors qu'il examinait des registres, la façon dont il se frottait la nuque quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Elle remarqua qu'il commença à garder un verre de lait sur son bureau pour elle, sans jamais le mentionner, s'assurant simplement qu'il était là. Et elle, à son tour, lui laissait une assiette avec un simple sandwich, une reconnaissance silencieuse de ses nuits blanches. Il développait un langage de soins, non dit et profondément réticent. Le domaine devint une forteresse en état d'alerte maximale. Des gardes patrouillaient le périmètre jour et nuit. Le sentiment d'être surveillé était constant, l'air épais d'une tension qui ne se dissipait jamais. La famille Mercier, ayant échoué dans son attaque audacieuse, était entrée dans la clandestinité, mais Victor savait que ce n'était pas une retraite. C'était le calme avant un assaut final et désespéré. La tempête éclata une nuit sauvage et tempétueuse 3 semaines plus tard. Un vent féroce hurlait depuis la montagne, fouettant la forteresse avec des rideaux de pluie qui battaient contre les épais murs de pierre comme des poings en colère. Le courant vacilla et mourut, plongeant le domaine dans une obscurité désorientante, éclairé seulement par la lueur faible et fantomatique du système de secours et les éclairs violents qui illuminaient le paysage dévasté. C'était la couverture parfaite pour une attaque. Un profond tremblement secoua le sol en pierre, venant de la direction de la porte principale. La vibration assourdissante fut suivie instantanément par un cliquetis lointain et furieux qui n'était pas le tonnerre. Victor était dans son bureau avec Chloé quand cela arriva. Il avait regardé par la fenêtre, son corps tendu par une anticipation nerveuse, comme s'il s'y attendait. Au son de la perturbation, il ne broncha pas. Il se tourna simplement, son visage un masque de calme froid et létal. « Sylvain !» aboya-t-il dans l'interphone. « Verrouillez tout, l'aile ouest, maintenant !» Il se dirigea vers une grande armoire ornée que Chloé avait supposé contenir des livres anciens. Au lieu de cela, il la déverrouilla pour révéler un éclat d'acier sombre et poli. Il prit quelque chose de lourd et de métallique, le son de son enclenchement résonnant sinistrement dans la pièce. « Restez ici », ordonna-t-il à Chloé, sa voix plate. « N'ouvrez cette porte à personne d'autre que moi. »« Où allez-vous » demanda-t-elle, son cœur battant d'une peur qui n'était pas seulement pour elle-même, mais pour lui. « Mettre fin à ça », dit-il, ses yeux croisant les siens. En eux, elle ne vit aucune peur, seulement une résolution glaçante et finale. Il était sur le point de partir quand une douleur aiguë et intense traversa le bas du dos de Chloé, lui coupant le souffle. Elle haleta, sa main se posant sur son ventre, qui s'était contracté en un nœud dur et inflexible. Victor s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je ne sais pas, » souffla-t-elle, alors qu'une autre vague de douleur plus forte cette fois la submergeait. « C'est trop tôt. Le bébé n'est pas prévu avant 1 mois. » Ses yeux s'écarquillèrent presque imperceptiblement. La première fissure dans son sang-froid de fer. Le timing était une coïncidence catastrophique, un cruel tour du destin. Sa forteresse était assiégée, et son héritier choisissait ce moment précis pour naître. Pendant une fraction de seconde, il fut déchiré. Elle vit la guerre dans ses yeux, le don dont le devoir était de diriger ses hommes et de défendre sa maison, et le père, dont l'instinct était de protéger la mère de son enfant. Les sons chaotiques à l'extérieur devinrent plus forts, plus proches. Ses hommes étaient repoussés. Il fit son choix. « Sylvain !» rugit-il dans l'interphone. « La salle d'accouchement, préparez-la maintenant, et allez chercher Helena. » Il se retourna vers Chloé, sa décision prise. Il s'avança vers elle, la prenant dans ses bras alors qu'une autre contraction la saisissait. « Ils n'auront pas cette maison, » murmura-t-il, sa voix un grognement bas et féroce contre ses cheveux. « Et ils n'auront pas mon fils. » Le voyage à travers la forteresse fut un cauchemar surréaliste. Les lumières de secours projetaient de longues ombres dansantes sur les murs, tandis que Victor la portait, flanqué de 2 de ses gardes les plus fidèles. Le chaos étouffé de la bataille à l'extérieur devint la bande-son des douleurs de travail de plus en plus intenses de Chloé. Il ne l'emmena pas dans sa suite, mais dans une série de couloirs menant à une partie de la maison qu'elle n'avait jamais vue, une section fortifiée au cœur de la partie la plus ancienne du bâtiment. La salle d'accouchement
était clairement un plan d'urgence qu'il avait préparé il y a longtemps. C'était une pièce simple et propre, remplie de fournitures médicales, ses fenêtres protégées par de lourds volets en fer. Elena était là, son visage grave, mais ses mains stables. Victor déposa Chloé sur le lit, ses mouvements d'une douceur surprenante. Il écarta une mèche de cheveux de son front humide de sueur. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Sylvain apparut à la porte, sa posture urgente, son visage strié de crasse. « Don, ils ont franchi la terrasse est. Nous avons besoin de vous. » Victor regarda du visage urgent de Sylvain à celui de Chloé, maintenant tordu de douleur. Il était déchiré en deux. « Retenez-les, » ordonna Victor à Sylvain, sa voix résonnant d'une autorité qui ne laissait aucune place à la discussion. Il se retourna vers Chloé, prenant sa main dans la sienne. Sa main était grande, calleuse, la main d'un homme de commandement, mais sa prise était ferme et rassurante. « Respirez, Chloé, » dit-il, ses yeux rivés aux siens, la forçant à se concentrer à travers l'agonie. « Juste respirez, je suis là, je... » Et il resta. Alors que les bruits de la lutte pour sa maison faisaient rage à l'extérieur de la porte renforcée, Don Victor Durand, le roi de fer de la Sicile, tenait la main de la femme qu'il avait faite captive. Il la coacha à travers chaque vague de douleur, sa voix un ancrage bas et stable dans la tempête de son corps et la tempête à l'extérieur. Il n'était plus le Don, plus Léo. Il était simplement un homme, observant avec une admiration brute et terrifiée son enfant se frayer un chemin dans un monde de chaos. Des heures passèrent. Les bruits de conflit s'apaisèrent lentement, remplacés par un silence étrange. Et puis, un nouveau son remplit la pièce, un cri brut et puissant, le cri d'un nouveau-né. Elena nettoya le bébé et l'enveloppa dans une couverture blanche et douce, le plaçant dans les bras épuisés de Chloé. Il était petit, parfait, avec une touffe de cheveux sombres et les yeux intenses et fixes de son père. Victor fixa son fils, son visage un masque d'émotion profonde et sans protection. Le bouclier de fer avait fondu, révélant l'homme en dessous, humilié et changé à jamais. Il tendit la main, son doigt, forgé pour le commandement, caressant maintenant la joue douce du bébé avec révérence. Sylvain frappa et entra, son expression lasse mais triomphante. Don Durand, le domaine est sécurisé, la menace est passée. Victor ne détourna pas les yeux de son fils. « Bien, » dit-il tranquillement. Puis il regarda Chloé, ses yeux remplis d'une nouvelle vulnérabilité brute. Il avait défendu sa forteresse. Il avait gagné la guerre. Mais dans cette petite pièce silencieuse, en lui tenant la main pendant que leur fils naissait, il s'était enfin vraiment rendu. Au lendemain de la tempête, un calme profond s'installa sur la forteresse. La pluie avait cessé et le soleil levant jetait une lumière douce et propre sur les collines siciliennes, lavant les ombres de la nuit violente. Le parfum de la terre humide et du jasmin remplaça l'odeur âcre de la poudre à canon. La bataille était terminée, la menace Mercier éteinte non pas par la négociation, mais avec la finalité brutale qui avait défini le nom Durand depuis des générations. Mais à l'intérieur des murs de l'ancienne demeure, la victoire semblait lointaine, insignifiante. Le véritable changement sismique ne s'était pas produit sur le champ de bataille, mais dans une pièce calme et fortifiée. Chloé passa 2 jours dans le sanctuaire de la suite d'accouchement, son monde se réduisant à l'être miraculeux et minuscule dans ses bras. Elle le nomma Marc, un nom simple et fort, détaché du poids dynastique de ses ancêtres. Victor était une présence constante mais discrète. Il entrait silencieusement dans la pièce, sa grande silhouette semblant remplir l'espace, et les observait simplement. Il parlait rarement. Il n'en avait pas besoin. Les questions, l'admiration, l'émotion brute et sans protection étaient toutes là dans ses yeux. Le masque de fer du Don avait disparu, et elle n'était pas sûre qu'il lui irait à nouveau correctement. C'était un homme refait. Il tendait la main et laissait les petits doigts de Marc s'enrouler autour des siens, un air d'émerveillement stupéfait sur son visage. Il ne voyait pas un héritage, pas un héritier, mais son fils. Et quand il regardait Chloé, c'était avec un regard dépouillé de possession et de pouvoir, remplacé par une profonde et troublante révérence. Il ne voyait plus le réceptacle de son héritier. Il voyait la femme qui s'était battue comme une lionne, qu'il avait affrontée et qui lui avait fait ce cadeau impossible dans une pièce remplie des bruits de la guerre. Le 3e jour,
Elle se sentit assez forte pour retourner dans sa propre suite. Victor portait Marc, ses mouvements encore empreints d'une tendresse nouvelle et maladroite, tandis qu'Helena aidait Chloé. Quand ils entrèrent dans ses appartements, quelque chose était différent. Les meubles ornés et lourds qu'elle avait toujours détestés avaient disparu. À leur place se trouvait un fauteuil à bascule simple et confortable, un magnifique berceau en bois sculpté à la main, et sur la table, un vase rempli de fleurs sauvages qu'elle reconnut du sentier du jardin. C'était une pièce refaite pour une mère et un enfant, pas pour une belle prisonnière. Plus tard ce soir-là, Victor vint seul dans ses appartements. Marc dormait dans son berceau, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme paisible. Chloé se tenait près de la fenêtre ouverte, regardant les premières étoiles piquer le ciel crépusculaire. « L'affaire Mercier est terminée, » dit Victor, sa voix calme, brisant le silence confortable. « La menace a disparu, vous êtes en sécurité. »« Nous sommes en sécurité, » le corrigea-t-elle doucement, sans détourner les yeux de la fenêtre. Il resta silencieux un long moment. « Oui, nous le sommes. » Il vint se tenir à côté d'elle, pas trop près mais partageant le même espace, le même air frais du soir. « Chloé, le monde à l'extérieur de ces murs est compliqué, mais ce qui s'est passé dans cette pièce, c'était simple, la chose la plus réelle de ma vie. » Il la regarda enfin, et ses yeux étaient clairs, ne contenant aucune des anciennes ombres. « Quand j'étais garçon, mon père m'a dit que ma vie ne m'appartenait pas. Elle appartenait à cette famille, à ce nom. Chaque choix était fait pour moi. Devoir, héritage, honneur. Je ne l'ai jamais remis en question. Je suis devenu ce que je devais être, du fer, du rang. » Il fit une pause, son regard dérivant vers l'enfant endormi dans le berceau. « Mais quand je l'ai vu, quand je vous ai vu, j'ai compris. Un héritage de fer est une chose froide et pesante. C'est une chaîne, pas une fondation. Je ne veux pas de ça pour lui. Je ne veux pas d'une vie de choix fait pour lui. » Il se tourna pour lui faire face complètement, et la vulnérabilité dans son expression lui coupa le souffle. « Et je ne veux pas de ça pour vous. » Il plongea la main dans sa veste et en sortit un passeport. Son passeport. Il le lui tendit. À côté, il tendit un second passeport, un passeport fraîchement émis pour Marc Martin. Et enfin, une épaisse enveloppe. « Ceci est à vous, » dit-il, sa voix stable, bien qu'elle pût voir l'effort que cela lui coûtait. « L'enveloppe contient plus qu'assez d'argent pour que vous et Marc puissiez aller n'importe où dans le monde, vivre confortablement pour le reste de vos vies. J'ai pris des dispositions pour qu'une voiture soit prête. Elle vous emmènera à Palerme, à un jet privé. Personne ne vous arrêtera, personne ne vous suivra. Vous avez ma parole. » La parole de Don Durand. Chloé fixa les documents dans sa main. C'était tout ce qu'elle avait voulu, tout ce pourquoi elle s'était battue depuis le moment où elle avait appris qui il était. La liberté. Une évasion. Une page blanche pour son fils, loin de ce monde de violence et d'ombre. La porte de la cage dorée était enfin vraiment ouverte. Elle regarda des passeports à son visage. Elle vit l'homme qui s'était agenouillé devant elle dans une chambre d'hôtel, l'homme qui lui avait tenu la main à travers l'agonie de l'accouchement pendant que son monde brûlait. Elle vit le fantôme de Léo et l'âme de Victor, enfin intégrés en un seul homme se tenant devant elle, offrant de s'arracher le cœur pour lui donner ce qu'il pensait qu'elle voulait. Elle pensa à une vie dans une petite ville anonyme, une vie de paix, de sécurité, une vie sans lui, et elle réalisa avec une clarté soudaine et choquante que la sécurité de la cage n'était plus ce qu'elle craignait. Une vie sans l'homme complexe, dangereux et farouchement protecteur devant elle. C'était la véritable prison. Lentement, elle tendit la main. Mais ses doigts ne prirent pas les passeports. Au lieu de cela, elle poussa doucement sa main vers le bas, sa main recouvrant la sienne. « Vous l'avez dit vous-même, Victor, » dit-elle doucement, sa voix épaisse d'une émotion qu'elle ne pouvait plus nier. « Votre vie ne vous appartenait pas. Vos choix étaient faits pour vous. » Elle leva les yeux, rencontrant son regard stupéfait. « Et si vous faisiez un nouveau choix? Et si nous en faisions un ?» Elle fit un petit pas de plus dans son espace, dans son monde, de sa propre volonté pour la première fois. Un héritage, ce n'est pas seulement ce qui est transmis, c'est ce que l'on construit. Ne donnons pas à notre fils un héritage de fer. Donnons-lui un héritage de choix, en commençant par le nôtre. Une seule larme traça un chemin sur la joue de Victor, une fissure dans le fer qu'elle n'aurait jamais pensé voir. Il ne l'essuya pas.
Il la fixa simplement, un homme voyant le lever du soleil pour la toute première fois. Il lui avait offert la liberté, et en retour elle lui offrait quelque chose de bien plus terrifiant et magnifique, un avenir partagé, un nouveau rêve. Pas un piccolo sogno, mais un grand, assez grand pour un lion, une lionne et leur fils. Un héritage non pas de fer, mais d'un amour qui avait été forgé dans le feu.